Nicolas Bach, Free Palestine. On est ensemble aujourd'hui en direct de la fête de l'humanité 2024. Pour inaugurer ma première fête de l'humanité, j'ai bien sûr assisté à une intervention de cette personne, Ouria Boutelja. Et donc nous avons eu le droit à une petite, j'allais dire, visite surprise du collectif Nous Vivrons. Aujourd'hui, en France, interviendront dans ce débat Maxime Benatoué de Tzedek et de... Et Miskin, ils étaient pas prêts. Miskin, ils étaient pas prêts parce que je rigole parce que franchement, leur happening, il était tellement éclaté. C'est-à-dire, en fait, pour être factuel, il y a les gens du collectif donc Nous Vivrons qui avaient déjà mis le bazar dans une manif à Palestine et en fait, c'est un collectif sioniste vraiment de droite, quoi, qui cherche à attiser un peu l'agressivité de leurs opposants. Et en fait, ça marche jamais, quoi. Et il n'y a pas du tout eu de réponse, j'allais dire violente. Il y a eu une opposition, voilà, pour dire bah non, on fait notre débat, laissez-nous faire notre débat et veuillez vous éloigner, quoi, voilà. Ça c'est. Et je me disais vraiment, ils sont pas très motivés, quoi. Je me dis, tu vois, même eux, ils croient pas en leur propre soi-disant conviction, c'est quand même bizarre. Bon, voilà, ça c'était un peu pour l'anecdote, ça nous a fait rire. Et surtout, bah voilà, Ouria, comment ça se passe ta fête de l'UMA? Bon, ça se passe bien. Moi, c'est la première fois que je suis invitée officiellement à la fête de l'UMA, en fait. Parce qu'avant, tu étais invitée officieusement? Non, j'étais pas. J'ai jamais été invitée à la fête de l'UMA, en fait. Jamais. Hier, c'était ma première fois. C'est-à-dire qu'en fait, on existe en tant qu'indigène de la République depuis 2005. On n'a jamais été invité. Jamais. Et la première fois qu'on l'est, ça réagit. Il y a des attaques, un truc de dingue. Et encore, on n'est pas invité officiellement par le Parti communiste. C'est pas ça en fait. C'est en fait des organisations qui tiennent des stands à la fête de l'UMA. C'est même pas la fête de l'UMA qui nous invite, tu vois, c'est les soulèvements de la terre et c'est l'UJF. Franchement. C'est ce qu'on appelle un indirect. Un indirect. C'est-à-dire qu'en fait, et c'est là que souvent nous on revendique notre autonomie, que d'aucuns pensent que notre radicalité n'est pas suffisante, blablabla. En tout cas, les faits sont têtus, comme dirait l'autre. Les organisations, les partis politiques, j'allais dire connus, identifiés, n'invitent pas avant les indigènes de la République. Aujourd'hui, parole d'honneur. Donc, et ce sont seulement on leur rend tout à fait hommage et c'est force à eux, mais on doit encore passer par l'intermédiaire, j'allais dire, d'organisations plus radicales, mais elles, j'allais dire, acceptées dans le giron, dans le game mainstream politique de la gauche, qui eux, justement, permettent peut-être à cette gauche de progresser. Oui, mais par exemple, les soulèvements de la terre, quand ils m'invitent, même eux-mêmes, ils sont critiqués en fait. C'est-à-dire qu'en fait, faut pas imaginer que... Alors, l'antiracisme politique, il a progressé, c'est une évidence. Mais il y a toujours un cordon sanitaire autour de nous, en fait. Faut pas s'imaginer que la partie allait gagner. C'est-à-dire qu'en fait, le champ politiquement blanc est un champ coriace. Le bloc, il existe, c'est un vrai bloc, en fait. Et en plus, en termes de symbolique, parce que ce que je disais tout à l'heure, je disais en fait, ce sont nos meilleurs attachés de presse, le collectif Nous Vivrons. Parce qu'ils ont montré physiquement, que la blanchité ferait tout pour nous empêcher d'investir les cerveaux, de faire une sorte de mue, de faire cette mue antiraciste à la gauche blanche. Et ils sont prêts à venir physiquement nous en empêcher. Alors, la blanchité sous sa forme sioniste, parce que on va dire quand même que globalement, à la fête de l'UMA, faut être honnête, la Palestine, elle est la bienvenue. C'est pas un problème. Faut remettre les choses. Donc c'est pour ça que je dis la blanchité sous sa forme sioniste. Ici, à la fête de l'UMA, le Parti communiste, je vais pas rentrer dans les détails, mais en gros, il soutient la cause palestinienne. Pas comme nous, on le ferait,
mais la Palestine, elle a toujours été représentée à la fête de l'UMA, tu vois. Le BDS est ici le bienvenu. L'UJFP, je veux dire, il n'y a pas de problème avec les organisations, disons, pro-palestiniennes, antisionistes. Nous, mouvement décolonial, et nous en particulier, nous c'est toujours, on est l'épine qui n'est pas digeste, ils n'arrivent pas à nous digérer. Ça passe pas. Donc nous, ça ne passe pas. Ouais. Donc l'épine qui reste coincée dans la gorge. Donc nous, on peut pas être invité. C'est comme ça. L'arrête, c'est comme ça. Mais parce qu'en fait, il y a beaucoup de choses qui sont loin d'être résolues dans la gauche française. Beaucoup de choses que nous on a posé comme problématique, ça passe pas. Ça demanderait une trop grande remise en question. Ouais, non, mais moi je trouve que c'est j'allais dire une des missions, entre guillemets des missions du mouvement décolonial, c'est vraiment d'avoir toujours cette position la plus autonome possible, et bien sûr, alors toujours pour les détracteurs, voilà, on n'est pas sur une île déserte, quoi. Je veux dire, à un moment donné, il y a aussi des dialogues, des discussions, des partenariats, vous appelez ça comme vous voulez, des alliances, ce que vous voulez. Forcément, je veux dire, il y a des gens qui fantasment un mouvement décolonial qui serait, je sais pas, dans une sorte de bunker et qui serait chimiquement pur. Tu penses quoi de ça? C'est le purisme qui mène à rien. Je veux dire, on n'avance jamais avec un tel purisme. Je veux dire, il y a jamais, l'autonomie n'a de sens que si on la prolonge dans un cadre d'alliance. On est autonome pour exister politiquement de manière, pour avoir notre propre existence politique. Mais si on se contentait de ça, on resterait une minorité politique. Donc il faut bien s'allier. Et l'alliance, elle est toujours conflictuelle. Et l'alliance, elle se fait avec ceux qu'on a toujours identifiés. On n'est même pas là par hasard. On a toujours dit, le PS, la droite et l'extrême droite, ce sont nos ennemis. Et on trouve nos alliés dans la gauche de gauche, qui est blanche. Et donc, quand on dit, dialectiquement parlant, que la stratégie, c'est on est contre ensemble et séparés, on est contre ensemble et séparés. Parfois on est contre, parfois on est ensemble et parfois on est séparés. Ben, c'est ça. On peut pas être que contre. Et on peut pas être que séparés. Donc parfois on est ensemble. Ça dépend. Si on est tous, je sais pas, si on soutient tous le cessez-le-feu à Gaza, parfois on soutient le cessez-le-feu à Gaza, non seulement avec la gauche radicale, mais parfois avec des sionistes de gauche. Ça s'appelle les contradictions. Il y a des sionistes de gauche qui sont pour le cessez-le-feu à Gaza. C'est une contradiction qu'il faut gérer. Et c'est pas nos amis. Mais c'est comme ça. Si demain, pour avoir le cessez-le-feu, il y a une grande manifestation qui va jusqu'à des sionistes de gauche qui, eux, pour des raisons sionistes, veulent le cessez-le-feu, si c'est aussi notre revendication, eh ben, c'est notre revendication. Et donc, l'essentiel, c'est qu'il y a un cessez-le-feu à Gaza pour l'instant. Ça s'appelle des contradictions. Et le purisme, si on n'est que puriste, eh ben, on ne peut pas élargir sur la base du cessez-le-feu. Il y en a plusieurs, il y a aussi la TMF, c'est super. Alors, moi je dis plus rien, moi. La baisse. On va passer 4 heures ici. Voilà. Tu fais le merguez. Ah, le truc c'est que, en fait, ça va écoute, ça va. Ça va. Ça va bien. Ta merguez ou pas? Je paye ta casse-mère. J'ai plus d'argent. Ah merde, moi non plus. Faites des dons. Faites des dons, parce qu'on a plus d'oseille pour manger. Voilà. Youssef, t'as pas un peu de monnaie pour me payer un sandwich merguez? Mais non. Moi j'ai un mon 5 balles. Alors ça c'est l'ASDOM, non, garde-les. l'Association de défense des droits de l'homme au Maroc. Une association qui sont des camarades de très longue date. Très longue date. Et puis il y a aussi à côté la TMF. J'aimerais bien qu'on passe dans les camarades de la TMF. Oui. Allez, vas-y, yallah. Soutien donc au peuple palestinien. On est quand même au village du monde, là, il faut quand même le préciser, qui est l'endroit le plus intéressant de la fête de l'humanité selon moi. Hein. Et à chaque fois que nous venons à la fête de l'humanité, on va au village du monde, parce que vous avez ici les stands de tous les partis communistes. De tous les partis communistes, enfin de très nombreux partis communistes. Et c'est un lieu où chaque année les gens se retrouvent, où depuis très longtemps, on se retrouve entre camarades, des camarades qu'on ne voit qu'une seule fois dans l'année, à l'occasion de la fête de l'UMA. Donc le stand de Cuba, c'est un des stands les plus fréquentés de la fête de l'UMA, depuis toujours. C'est Cuba, c'est la révolution évidemment, et c'est un stand qui ne désenfle pas. Alors c'est pas uniquement pour la langouste, hein.
C'est pas uniquement pour la langouste, ça l'est aussi. Mais c'est Cuba, et Cuba restera toujours le symbole de la révolution. Rappelons que Cuba est un petit État qui résiste à l'impérialisme depuis les années 60 et qui n'a jamais cédé et qui continue avec beaucoup de difficultés à maintenir quand même un héritage révolutionnaire extraordinaire. Et n'oublions pas que c'est à Cuba que nous devons la fin de l'apartheid. La fin de l'apartheid en Afrique du Sud, puisque Cuba a été un des alliés essentiels de l'ANC, mais pas qu'un allié politique, un allié militaire, puisqu'on se souvient que c'est grâce au corps expéditionnaire cubain que les forces progressistes, l'ANC et d'Angola, infligent une cuisante défaite aux troupes sud-africaines à Cuito Carnaval. Il y en a plusieurs des fois de Cuba. En 88. Ça. Ouais. L'esprit du Tché est en train de s'introduire dans chacune de nos veines. La révolution. Le blocus de Cuba, monsieur Boussouma. Qu'est-ce que vous diriez sur le blocus de Cuba? Alors le blocus de Cuba, qui était considéré par l'impérialisme comme étant l'arme suprême pour faire céder Cuba, après la crise des missiles, au début des années 60, eh bien cette arme, et ça c'est une grande victoire du peuple cubain, le peuple cubain a résisté, avec beaucoup de difficultés, mais il a réussi à tenir face à ce blocus absolument terrible, rappelons-le, qui est le blocus le plus ancien au monde, hein, qui date du début des années 60, on imagine, et qui prive Cuba d'énormément de produits essentiels, mais malgré tout, Cuba a tenu. Et je crois qu'il n'y a pas d'exemple d'un petit peuple qui a réussi à tenir et à maintenir ses exigences en dépit d'un blocus. Rappelons que, en dépit de ce blocus, Cuba a un des meilleurs systèmes médicaux au monde, que Cuba exporte même son savoir-faire au plan médical, et notamment en ce qui concerne la médecine ophtalmologique, qui est Cuba un des premiers au monde. Et d'ailleurs, pendant le Covid, il y a beaucoup de médecins cubains qui sont venus prêter main forte au système de santé occidentaux qui étaient défaillants. Bien sûr, en Italie entre autres, il y a eu beaucoup de médecins cubains, etc. etc. Alors Alain Delon, pour ne parler que de lui, était allé se faire soigner ses yeux à Cuba par exemple. Hein. Ah d'accord. Absolument. Pour ceux qui n'ont jamais été, peut-être qu'il y a un mec loin de Paris et tout, franchement c'est juste incroyable parce que c'est ce qu'on appelle vraiment une fête populaire. Tu vois, il y a des groupes, voilà, les gens qui dansent ensemble, des trucs que tu penses ça n'existe même plus en fait. Et ben la gauche, elle est encore capable de faire ça. Tu vois, ça veut dire que c'est comme si il restait pas beaucoup de... C'est une espèce en voie d'extinction, mais il en reste encore. Donc on peut encore sauver le truc, tu vois ce que je veux dire? Mais ça passera par les alliances, les gars. Réfléchissez bien. Donc là, c'est l'UNPA, l'anticapitaliste. Salut, ça va camarade, tu vas bien? Ça va, la forme. Par l'intersyndicale, qui est justement censée être une date de lutte plus large, puisque... Ça va? Tiens, ah, il y a Corbière. Non, frère, non. Tu vois, c'est des gens, t'arrives même plus à leur parler. On devrait, tu vois, aller les voir, tu vois, et parler avec eux. Mais franchement, à quoi ça va servir? À quoi ça va servir? Quand tu entends les récents propos de... Cette image, elle est où? Enfin, Ouais, alors t'en es où, toi? Eh ben écoute, j'ai Ah ouais, t'es mieux là. Ouais, j'ai des saoulés, ça y est, il était temps. Putain, faut pas le dire. Non, je rigole. Ça se voit pas à l'image. Tranquille, Non, Jonathan Tzedek. Eh ben, T'as le plus beau t-shirt de la fête de Lima. eh ben, vous pouvez le retrouver sur le stand de nos amis d'Urgence Palestine, c'est vrai qu'il est grave stylé. Voilà. Voilà. Tu fais j'allais dire une convergence, si on peut dire ça comme ça, entre la lutte palestinienne et du peuple palestinien et la lutte du peuple kanak. Absolument, bah de toute façon, pour nous chez Tzedek, il faut savoir que la lutte, le mouvement de solidarité envers le peuple kanak, il est à construire, mais c'est fondamental de le faire. Actuellement, je pense qu'en termes de manifestation de racisme d'État, de matérialisation de l'impérialisme français, je sais plus de voix, je suis désolé, c'est le concert de calage criminel, c'est à peu près ce qu'il y a de pire. Et en fait, je comprends malheureusement trop pourquoi ce mouvement de solidarité, pour le moment, ne suscite pas des mobilisations de masse, mais il y a un vrai taf à faire là-dessus. Donc voilà, Frikanaki, Tahia Palestine et gloire à parole d'honneur. C'est ça. Et non, juste, je voulais dire, parce que je regardais le t-shirt, Palestine Dawani, en fait, j'ai appris que Kanaki Dawani, ça veut dire la Kanaki, c'est chez nous, quoi, en fait. Ouais, c'est ça que ça veut dire. Je crois que donc ça. en fait, c'est une fusion, tu vois, j'allais dire linguistique, entre Palestine et Dawani, qui veut dire chez nous. C'est-à-dire, en gros, que c'est deux luttes qui sont des luttes, j'allais dire, cousines, sœurs.
Enfin, moi, je suis un militant du coup de lutte ouvrière. Voilà. Donc, on participe en fait chaque année à la fête de l'humanité. Puis là, nous, on est une organisation de travailleurs. On réfléchit toujours à, forcément, vis-à-vis des travailleurs, qu'est-ce que ça veut dire ? Et qu'est-ce que ça veut dire s'allier au nouveau Front populaire? C'est-à-dire s'allier à toutes ces magouilles de politiciens qui nous embobinent depuis des années et des années. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en fait, on n'est pas dans le camp des travailleurs. nous, on pense à lutte ouvrière que la société elle est divisée en deux camps. Qu'il y a d'un côté le camp des grands patrons et de l'autre côté le camp des travailleurs. Et que entre ces deux classes sociales... On est dans le cadre de la lutte des classes, quoi. Exactement. Les deux intérêts sont irréconciliables. Du coup, pour nous, tous ceux qui parlent de la France, les intérêts de la France, ça veut rien dire. Parce qu'on parle de qui? Est-ce qu'on parle des intérêts de Bernard Arnault et des patrons du CAC 40? Ou est-ce qu'on parle des intérêts des femmes de ménage, des ouvriers sur chaîne, des gens au chômage dans les quartiers populaires, etc. Et ça, le fait que la gauche, et pour le coup, oui, moi je les mets tous là-dedans dans le même truc, le fait qu'ils parlent de ça, la France, les intérêts de la France, c'est faire croire finalement qu'entre les capitalistes et les travailleurs pourrait y avoir une forme d'intérêt commun. Et ça, ça c'est du poison dans la tête des gens. Ça permet pas de bien comprendre qui sont nos ennemis, à qui on s'attaque aujourd'hui et ce qu'il faudrait faire. Enfin voilà, c'était juste pour compléter. Moi je suis d'accord avec ce qu'a dit Akaman, mais c'est un aspect en plus. Nous on voit de désaccords vraiment fondamentaux avec eux, quoi. Voilà, écoutez, je pense que ça, vous avez pu l'exprimer, et nous ça nous a permis de prendre contact avec vous. Donc bonjour Eric, comment allez-vous? Bonjour, ça va? Ça va? Donc là vous êtes sur Parole d'honneur, donc c'est le média décolonial. Vous connaissez? Oui. Ouais. Et donc déjà on est très heureux de vous voir. On vous voit très souvent dans toutes les manifs, notamment Palestine, mais aussi toutes les luttes sociales. Vous avez été reconduit au poste de président de la commission des finances, si je ne m'abuse. Et je voulais savoir déjà. J'ai été reconduit, j'ai été élu. Ouais, pardon, excusez-moi. Non, mais parce que vous occupiez déjà la fonction, pardon. Et toute cette séquence politique, où on va? Parce qu'il y a beaucoup de gens, je pense ici, qui vous ont posé la question, mais qui sont un peu perdus, qui savent pas trop où on va et comment on fait. Et est-ce qu'on doit continuer à croire dans le vote, notamment? Ah ouais, surtout, parce que sinon je vois pas tellement quel est l'autre moyen. On veut peut-être nous faire croire d'ailleurs que le vote n'est plus un moyen, pour faire en sorte que là il vient d'y avoir des élections où 70% des gens se sont déplacés, ont quand même mis le nouveau Front populaire en tête, pas de majorité absolue mais en tête, et peut-être qu'il y a des gens qui ont intérêt à dire à nos électeurs, vous voyez, ça sert à rien, quoi, de façon à nous démobiliser. Donc oui, moi je connais pas un autre moyen, bien sûr lié avec les luttes sociales, lié avec les luttes antiracistes, mais il n'y a pas un autre moyen de prendre le pouvoir. Donc il faut continuer à voter, et puis à nous aussi de continuer à faire en sorte de montrer qu'il y a une alternative dans ce pays. Voilà, ça passe par le fait d'être ensemble, ça c'est mieux, mais d'être ensemble sur un programme de rupture qui soit à la fois une rupture sociale, une rupture écologique, une rupture démocratique, et je vais insister, je le dis pas seulement parce que c'est vous qui m'interrogez là-dessus, mais quelque chose qu'il faut jamais délaisser parce que c'est une question sociale, c'est une question globale, une rupture antiraciste. Voilà, c'est comme ça que la gauche pourra gagner. Je le crois aussi, et justement, j'embraye un peu sur sur le dernier point. Justement, on sent qu'il y a un monde médiatique et un monde politique qui essaye, j'allais dire, de criminaliser la ligne politique de la France insoumise, et notamment du fait qu'elle serait en train de draguer un certain électorat ou de se concentrer uniquement sur certaines questions comme celle de la Palestine. Et vous répondez quoi à cette, à cette fronde réactionnaire? Écoutez, si la gauche, en l'occurrence c'est nous qui apportons le combat, délaisse la question du racisme, si la gauche délaisse la question de l'autodétermination des peuples, du droit de lutter contre la colonisation, du droit de lutter contre un génocide comme celui qui est en cours à Gaza, qui d'autre va s'en occuper? Moi je vous pose la question. À quoi sert la gauche si elle continue pas à lutter avec une vision internationaliste des choses, une vision humanisme? On a vu des glissements, des glissements de discours assez dramatiques. Ah, c'est des glissements. On va pas citer de nom. C'est des glissements de terrain inquiétants. Tout le monde sait de quoi on parle. C'est des glissements de terrain inquiétants. Ouais. Et surtout qui terminent toujours mal. Moi, alors ça, j'ai l'expérience. Quelqu'un qui commence à dériver sur cette question, commence à dire, attendez, parlez pas trop de racisme parce que ça pourrait gêner les lecteurs du Rassemblement national qu'on pourrait récupérer. Madame Latour. Par exemple. Ou ne parlez pas trop
ça termine en général très mal, quoi. La dérive s'arrête pas. Parce que quand vous commencez à dire, vous savez, c'est là, à mon avis, où le bas a commencé à aller mal à gauche. Quand vous commencez à dire, le Rassemblement national pose des vrais problèmes, une mauvaise question, des bonnes questions, mais il a des mauvaises réponses. Voilà. Je voulais juste dire un truc par rapport à Clémence Guettet. Mais vas-y, parle. Non, mais c'est pas ça, c'est juste qu'en fait, son discours, il est super. Elle est vraiment bien, je la respecte. Mais par exemple, il y a très peu d'articulation avec l'impérialisme dans tout son discours. Et ça, c'est un angle mort. Je suis désolé. Mais tu n'es pas désolé, tu es là pour ça. Tu es notre conscience. Le racisme ne va pas se combattre sans la lutte anti-impérialiste. Donc ça, c'est un fondamental. Donc là, donc Clémence, lorsque tu verras ce live, voilà, travaille ta jambe anti-impérialiste. Il y a la jambe, voilà, gauchiste, non, mais c'est surtout, sociale, tout ça. Et, non, mais presque la question sociale, disons, la question anti-impérialiste, elle est vraiment quasiment primordiale. Ouais. Elle est vitale, même. Elle est vitale, voilà, c'est ça. Donc voilà. Non, mais c'est tout, je veux rien dire. C'est juste un angle mort de ce que j'ai entendu ici. Et on en a même discuté avec des copains en leur disant, c'est quand même dommage que cette question-là ne soit pas du tout abordée. Bien sûr. On dit comment lutter contre le racisme. Il y a cette question-là. Alors, de se dire que le mouvement décolonial est notamment, j'allais dire, incarné par Ouria Boutelja, c'était sa première fête de l'UMA. Et voilà, ça devait nous interroger et interroger la gauche. 20 ans. Voilà. En 20 ans, c'est la première fois qu'on est invité officiellement, entre guillemets, pas par le Parti communiste, pas par la fête de l'humain en tant que telle, par des gens qui ont loué des stands, dont l'UJFP, dont les Soulèvements de la Terre. Donc en fait, des radicaux de la lutte politique à l'intérieur de la fête de l'humain, mais qui sont plus respectables pour le communisme français, disons. Donc, et d'ailleurs, qui nous invite. Et d'ailleurs, c'est la première fois en 20 ans. Je veux dire, c'est ouf. Ça montre la force du cordon sanitaire. Mais ça montre aussi la progression de notre action, ou pas? Oui et non, parce que ceux qui nous invitent, c'est presque facile pour eux, parce que eux, ils sont vraiment en accord avec nous. Donc eux, ils font mais le fait qu'ils nous invitent et que malgré les levées de boucliers d'un certain nombre de groupuscules ou de mouvements ou de médias, on maintienne la présence etc. Bien sûr. Je veux dire, moi, je pose la question. Non, mais bien sûr. Mais notre progression, c'est plutôt, elle est idéologique. C'est-à-dire qu'en fait, la gauche s'est transformée, disons. Ouais. Mais elle se transforme. C'est une progression presque culturelle, quoi. Oui, mais elle se transforme aussi quand les écolos radicaux ils font pression. Elle se transforme quand l'antiracisme fait pression. Elle se transforme quand le mouvement social se fait pression. Voilà. Et donc nous, on fait partie de ceux qui ont fait pression de l'extérieur pendant de trop longues années. Et le résultat, il est ce qu'il est aujourd'hui. Voilà. Donc là, on va dire, toléré. Et donc j'allais dire la conclusion de ce week-end et de cette réflexion justement sur in-out, alliés, partenaires, je sais pas quoi, c'est que on doit nous travailler et protéger notre autonomie, ou on doit collaborer différemment? Non, mais on doit toujours faire les deux. Ceux qui pensent qu'on ne fait que de l'autonomie quand on fait de la politique, ils ont tort. Ceux qui se précipitent à ne faire que des alliances, mais dans une position subordonnée, ils ont tort. Donc on doit toujours à la fois penser à créer du rapport de force sur la base de l'autonomie, et puis parfois il y a des moments pour l'autonomie, parfois il y a des moments pour l'alliance. Tout ça c'est de la politique, tout ça c'est de la stratégie. Ouais, c'est-à-dire que les choses évoluent pendant qu'elles avancent, quoi. C'est pas quelque chose qui est figé, c'est pas statique, c'est dynamique. C'est dynamique, mais nous on doit jamais perdre de vue que notre existence elle est politique. Et donc il faut toujours d'abord s'assurer qu'on a une existence politique avant de penser à faire des alliances. Parce que sinon on est toujours subordonné. Ça c'est Aimé Césaire qui le disait. On ne peut pas s'allier en position de subordination. Voilà. C'est déjà pas mal. Hein. C'est déjà, franchement, je peux dire, il y a un paquet de monde, hein, tu vois ce que je veux dire. On vous montre les deux. Il y a un paquet de monde qui aimerait être aussi, voilà quoi. Envoyer du bois comme ça en 2-3 minutes, envoyer des punchlines, mon frère. Non mais elle sait pas. Une des premières fois que je l'ai vue, je lui dis mais pour moi t'es comme Malcolm X. Et t'avais rigolé. Ouais. Mais alors je le pense vraiment. Non. Mais si, parce que si tu veux, dans le sens où des fois tu as des voix, voilà, elles incarnent un mouvement de pensée. Elles incarnent, tu vois. Oui, mais ça, toi c'est pas, ça compte pas parce que tu es toi-même. Mais pour les gens.
ils ont besoin d'avoir une incarnation. Oui, mais non, mais ce que je veux dire, c'est que j'ai un peu Je honte t'ai de pas dit cette d'avoir comparaison. Boulet, je t'ai pas dit Non, d'avoir- je mais t'ai c'est pas dit d'avoir Boulard. pas ça. C'est que la pression sur des gens comme Malcolm X à l'époque, Oui. ils avaient le FBI sur le dos, Bien ils étaient sûr. menacés de mort. Bien sûr. La condition Non, des mais je Noirs, comprends elle ce qu'elle était veut dire. tellement plus Je déplorable suis que d'accord. nous. Je veux dire, Alors il y a des comparaisons. Malcolm Y. Ça te va Malcolm Y? Voilà. Malcolm H. Ouais, Malcolm H. Malcolm Harash. Voilà, Malcolm Harash. Malcolm H. Ça va Paul? Un petit mot avec Paul Elec du média, il est souvent chez nous à PDH. Ça va Paul, tu vas bien? Ouais, bah fatigue là, 3 jours que ça Ouais, commence. c'était une fête intense? Ouais, mais même pas juste, je sais pas, en fait, il y a plein de choses à faire. Moi, ce que j'aime à la fête, c'est qu'on peut faire plein de fêtes différentes. Ceux qui font la fête, il y a ceux qui vont faire des débats, il y a ceux qui font les deux. Donc non, moi je... Et toi, t'as fait quoi? T'as fait les deux? Les trois même? Vous vous inscrivez dans cette guerre un peu, j'allais dire, culturelle entre la droite réactionnaire et la gauche de rupture, on peut dire ça comme ça? Ouais, absolument, en se disant, bah si on est dans un moment où les masses populaires, entre les classes populaires, se séparent entre deux blocs qui vont être cette confrontation-là, quel rôle on joue, et on en a vu, il y avait plein de gens, il y avait Ostpolitik, Paloma Maurice de Blas, enfin bref, c'était... Et donc, pour faire juste un teaser, quel rôle on joue? Quel rôle tu joues? Bah, je sais pas, moi je disais que notre rôle c'est la profanation des idées, c'est-à-dire que les éditorialistes historiques, canal historique on va dire, ils ont pour but de faire en sorte que l'ordre dominant soit naturalisé comme un système normal, que l'ordre inégalitaire de tout point de vue soit vu comme naturel, et nous le but c'est de dire bah non, il faut venir briser ça et ouvrir des brèches. Et puis de l'autre côté, faire tomber ces totems, quoi. Complètement, pour montrer que la prétention à l'objectivité et à une société comme ça objective qui parcourt tous les discours des éditorialistes de télé, il faut la faire sauter et la faire apparaître pour ce qu'elle est, un travail au service de la classe dirigeante. Et puis de l'autre côté, bah, les éditorialistes d'extrême droite, c'était l'idée de dire c'est pire que ça. Que non seulement c'est des immenses réacs et des fachos, mais ils produisent des mythes, c'est-à-dire qu'ils sont une espèce de je sais pas comment dire, de nostalgie d'un passé qui a même pas existé, tu vois. Et c'était la vraie France, comme ils disent. Ouais, c'est la vraie France qui a jamais existé. La vraie France qui a jamais existé. C'est pas mal. Et par contre, il parle il refuse une France qui dit qu'elle ne sera jamais la France, alors qu'elle est la France. Mais c'est ça qui nous sépare aussi, c'est que nous on a une fonction en vrai de vérité, c'est-à-dire de poser un diagnostic en disant c'est ni ce qu'on nous propose de voir comme naturel, mais tout est à démontrer, quoi. Et eux ils proposent un mythe, Même deux mythes, moi je dirais. Parce qu'il y a le mythe de cette France qui n'existe pas, qui n'a jamais existé, qui n'existera jamais. Et il y a la France aussi, tu sais, ce qu'ils appellent la France islamisée, etc., qui n'existe pas aussi. C'est deux France qui n'existent pas. Et au lieu de parler de la France qui existe vraiment. Bah clairement, mais je pense qu'en fait ces gens-là, il faut même pas les prendre pour des journalistes ou des je sais pas quoi, c'est des gens qui partagent leurs fantasmes et qui essayent d'en faire un exercice collectif. Et c'est terrifiant, quoi. Moi j'ai pas envie de faire partie de leur psychanalyse dans laquelle ils parlent de leur peur subite des Arabes, des musulmans, de ce que tu veux, tu vois. Genre il faut leur dire mais cassez-vous avec vos délires, et il faut aussi les traiter comme tels, c'est-à-dire c'est des clowns, tu vois. Et donc là on est malheureusement bientôt dans une deuxième année qui va démarrer, parce que le 7 octobre arrive, et tout le monde a cette date un peu en tête, et on est un peu, tu vois, on est un peu mal, quoi, parce qu'on se dit voilà, ça fait déjà un an de j'allais dire de massacre quotidien organisé du peuple palestinien. Et qu'en est-il d'après toi vraiment en quelques mots, je veux pas t'embêter aussi, de cette j'allais dire de ce génocide en cours et de la résistance en France particulièrement, parce que nous on est en France. Bah justement, la question c'est qu'on pourrait se dire ça fait un an et on n'a pas stoppé, c'est-à-dire que le mouvement international a pour l'instant échoué à changer la donne. En même temps, changer la donne c'est compliqué quand on sait qu'on se bat contre l'ensemble du camp impérialiste, quoi. On a bien vu la fracture, on a bien vu les États-Unis, les pays occidentaux donner un blanc-seing à l'action de l'État colonial israélien pour massacrer les Palestiniens. Après, du point de vue organisationnel, il y a eu des nouvelles émergences, il y a eu des collectifs qui se sont créés, il y a eu Urgence Palestine, il y a eu quand même un mouvement comme on n'en avait pas eu depuis des années, donc c'est important et intéressant, et la question ça va être comment ce mouvement-là il se construit sur une autre modalité que ce qu'on a eu pour habitude en France, à savoir quand il se passe quelque chose sur place, il y a un regain de la mobilisation. Non, là il faut structurer sur le long terme, et il faut discuter sur le long terme aussi des problématiques, et tu évoquais ça tout à l'heure, là en plus ce qui se passe en Cisjordanie, et on est en train de passer un cap, moi c'est là où j'ai vécu pendant 2 ans, et Ramallah.
Non, j'étais à Hébron, moi, à El Khalil. C'est voilà le système d'apartheid. On avait des gens qui en parlaient, qui le montraient, mais là, on est parce qu'il y a eu l'autorisation de ce qui s'est passé à Gaza par les pays occidentaux, dans des optiques où on va voir des villes qui sont bombardées, y compris en Cisjordanie, avec le sud du Liban. Le sud du Liban, et bien entendu, c'est déjà des incursions en Syrie. En Syrie, bien sûr, ce serait absurde de dire que c'est pas déjà une question régionale, mais en vérité, c'est mondial. Ça a des répercussions partout. On a vu comment ça a fracturé les scènes politiques occidentales. Mais du coup, là, en Cisjordanie, vraiment, la montée du niveau, de l'utilisation de moyens militaires contre les populations civiles est absolument hallucinante. Et donc, il va falloir qu'on continue, d'organiser la solidarité. Enfin, ce qu'on peut faire, quoi. Voilà. Merci, Paul. Et toi, on te retrouve quand alors? Déjà sur le média? Ouais. C'est quoi ta périodicité, si je peux dire ça comme ça? Alors normalement, à partir de la nouvelle saison qui va commencer le 23 septembre, normalement j'aurai une chronique qui sera tous les lundis. Et après, c'est pas encore calé tout à fait. Il n'y a pas de concu, Tout le monde a envie de savoir, est-ce que tu seras toujours face à Françoise de Gois? C'est comme ça qu'elle s'appelle, hein? Non, cette émission, elle a fait une saison et puis voilà, le programme c'est... On fait autre chose. Voilà. D'accord. Tu filmes pas nos fesses. Alors là, on vient d'arriver avec Nora. Merci. Dans le stand de Cuba, on revient parce qu'on était déjà passé tout à l'heure. Oh, caliente! Là, c'est la fin du stream dans quelques minutes. Oh. Voilà, Salah, ça va. Peut-être Salah, un tout petit mot avec nous. Salah Hamouri, qui est un des grands résistants de la cause palestinienne. Là, on est en live sur PDH depuis quelques heures. Ouais. Et on va finir avec toi justement sur la question palestinienne. Ouais. Qu'est-ce que tu pourras dire aux gens pour qu'ils continuent j'allais dire de manière inlassable à soutenir la cause palestinienne? Moi, je pense qu'aujourd'hui, cette fête de l'humanité, dans son contexte spécial politiquement, dans ce génocide en cours, qui est la continuité de l'occupation depuis plus de 75 ans. Je pense qu'aujourd'hui, si le peuple palestinien aujourd'hui continue d'exister, c'est grâce à 3 éléments: la résistance du peuple palestinien, la résilience du peuple palestinien et la solidarité internationale, qui a aussi aidé à remettre la Palestine en tant que première priorité politique mondiale. On est là aujourd'hui pour dire que voilà, il faut continuer de se mobiliser, pour dire que la Palestine, c'est la cause. Tant qu'elle n'est pas réglée, il n'y a rien qui sera stable au niveau mondial. Il faut reconnaître les droits du peuple palestinien et rendre les droits au peuple palestinien et que la Palestine soit libre. Inch'Allah. Merci Salah, merci Youssef. À vous les studios et nique la bac. Free Palestine.